Et d'ailleurs, vous avez entendu tous les deux l'affaire concernant cet élu Ismaël Bouchekada qui justement est entré. Et moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Qui est Oui, je rentré sais. dans un compte où il y avait plusieurs sionistes, etc. Moi, pour moi, ça m'a pas choqué plus que ça les propos. Voilà, ils se moquent, ils font des menaces, des choses comme ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment l'élément où apparemment il y a un proche de Darmanin qui serait dans le groupe, etc. Euh, Comment ça se fait que personne n'en parle dans les médias? Alors, figure-toi que cette affaire, je la connais, puisque je connais l'avocat qui l'a assisté en garde à vue, c'est mon ancien associé, qui est une copine que j'aime beaucoup, et qui l'a assisté, effectivement, et qui donc me racontait la garde à vue en temps réel. D'abord, il a été convoqué à une garde à vue, ça c'est un truc insolite déjà. Le mec, il est convoqué à une garde à vue. Bonjour, je vais te convoquer, voilà. Et puis, mais elle me dit que c'était mineur, quoi. Même les flics savaient pas très bien quoi lui dire, en fait. Mais ça a quand même duré 5 heures, quoi. C'est- Mais, Voilà. mais, mais comment ça se fait que, enfin, par exemple, vous aussi, hein, que ce soit tous les deux, vous avez reçu des menaces de mort. J'imagine bien que Darmanin vous ait pas appelé. Alors, Non. je vois que Youssef il dit non de la tête par rapport à... Non, mais j'ai déjà reçu des menaces, mais pas des menaces de mort. Enfin, j'en ai Ah pas ouais. souvenir. Parce qu'en fait, Oh, j'en ai reçu beaucoup sur les années, donc ah, je ne sais pas tout. le, Mais des menaces, oui, oui. Mais par le contre, champ. je signale que le préfet de Moselle a émis un arrêté m'interdisant de donner une conférence en Moselle. Là, c'était il y a 2 semaines. Donc, j'ai dû aller au Luxembourg pour donner la conférence. Et c'était une conférence. Alors, le thème de la conférence, c'était les États-Unis, les BRICS et le partage du monde. Pas grand-chose à voir avec la situation actuelle. Mais voilà. Est-ce que Voilà. récemment tu avais appelé à la paix? Ça ça peut Je, expliquer je, le je, pourquoi. je lance pas d'appel, mais non, non. Alors dans l'arrêté, sur l'arrêté, il y a écrit, par exemple, que c'est en raison de la situation tendue, en raison de l'actualité géopolitique et en raison de mes prises de position et de déclarations que j'aurais faites en 2019 sur Twitter, pour lesquelles j'ai jamais été condamné. Donc voilà. Donc non, c'est du délire. Mais je crois que c'est aussi ce que veut une partie de la France, il faut être honnête, c'est-à-dire que c'est le sens de l'histoire. Rappelle-toi qu'en 1917, les Il policiers est ont... là l'arrêté. Voilà, il est là. Alors le préfet de Moselle, il est spécial après. Ah oui. Moselle, pour être honnête, le préfet de Moselle, je sais pas, il dégaine les interdictions de tout. Je sais pas ce que tu peux faire en Moselle. C'est une espèce de parenthèse. Non mais c'est vrai, hein, à chaque fois que j'ai un truc à attaquer, c'est en Moselle. Heu, Ah ouais, il a c'est intéressant. bien mais c'est je sais pas pourquoi, il interdit tout et tout le C'est une monde. région sous occupation? Bah, je sais pas, non, mais ça fait bla bah, je rigole pas en disant ça. Je sais pas pourquoi, mais historiquement, parce que les préfets se succèdent et historiquement, c'était déjà le cas en 2007, je me souviens, en 2007, hein, c'est pas hier quand même, hein. Je m'étais demandé, parce que nous, on a quand même une grosse activité en droit public et donc les interdictions, on en a un certain nombre, quoi. Et on avait compté à l'époque qui était celui qui détenait la palme. Et ben, le préfet de Moselle arrivait en tête. Ah, il y Ensuite, a une au fil tradition. des années, on s'est rendu compte que ça n'a pas bougé. Le préfet de Moselle est celui qui interdit tout. En fait, en Moselle, tu n'as le droit de rien faire. Par exemple, le préfet de Moselle, ça m'a beaucoup amusé, il y a quelques années, était celui qui prenait le plus d'interdictions de vente d'alcool après 22 heures heu, pour maintenir l'ordre public. Donc j'en ai déduit que les types qui habitent Moselle se saoulent tous la gueule, manifestement après 22 heures, parce qu'il disait que c'est comme ça que la délinquance avait explosé. Alors il y a pas que lui qui disait, mais il y en a un autre d'ailleurs en France. La délinquance avait explosé et que donc en interdisant la vente d'alcool après 22 heures, ça allait se réduire. Ça a pas été un succès fou, hein. Ça a pas été un succès fou, mais c'est comme ça, je veux dire, mais je crois cependant qu'il faut être honnête, une partie de la population veut ça. Rappelez-vous, cette formule du commissaire du gouvernement Corneille, heu, dans Laruelle, je crois de 1917, qui disait, «La liberté est la règle et la police l'exception». Et ben, en fait, c'est plus vrai. Hmm. Et
D'ailleurs, là, on va commencer à revenir petit à petit à la France, même si ça englobe le monde. Mais j'y reviendrai à ce que vous venez de dire par rapport à une question que j'aimerais vous poser, c'est le droit ou la sécurité. Mais bon, on va y revenir. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un intervenant, je me rappelle que on parlait de la situation en Palestine, etc. Et il y a un intervenant euh, qui est un médecin qui vit en Algérie, qui est algérien, et je l'avais pris pour justement avoir le point de vue d'Algériens qui vivent en Algérie, voilà, pas d'immigrés ou je sais pas quoi, par rapport à la situation en Palestine, ce qui se passe. Et il m'avait dit, ça l'avait fait rire, et il m'avait dit, qu'est-ce qui se passe. Et je me rappelle, il a pris la parole directement pour me dire, qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Qu'est-ce qui se passe en France. En Algérie, on soutient la Palestine, on aide, tout ce que tu veux, pourtant on n'oublie pas, on est très attentif à la situation dans notre pays par rapport aux lois, ce qui se passe, etc. En France, qu'est-ce qui est en train de se passer avec vos marches pour la Palestine ou vos marches pour Israël ou je sais pas quoi, alors qu'il y a des lois assez hardcore qui passent chez vous. Et c'est vrai que on est un peu en train d'oublier aussi ce qui se passe en France, parce qu'on est de plus en plus, on nous prive de nos droits, et tout ça pour introduire la question, c'est est-ce que en ce moment la justice en France est en danger, vu qu'elle se fait attaquer de C'est tous bords. c'est pour mettre du visuel. La justice est-elle en danger? Bah, par exemple, sur TPMP, ils ont mentionné en disant la justice, je sais pas si c'est des corrompus ou c'est des lâches, parce qu'ils ne valident jamais les décisions. Alors bon, le niveau il vole pas haut, hein, c'est pas à Fabrice que je vais l'apprendre, mais ils ne valident jamais les décisions des policiers. Alors, je savais pas que les policiers donnaient des avis concernant les condamnations, mais on voit quand même que la justice, à l'heure actuelle, le fait qu'elle soit traitée de laxisme, etc., est-ce que c'est Alors moi, pas... c'est toujours. J'ai donné une conférence récemment avec le vice-procureur du tribunal judiciaire de Paris, où j'ai déçu un peu tout le monde. Mais j'ai dit, en fait, vous regardez tous la justice pénale, alors que moi, j'ai un problème beaucoup plus grave. C'est la justice administrative, que personne ne regarde. Le Conseil d'État, pardonnez-moi les copains, mais le pantouflage, les mecs qui sont dans les cabinets ministériels, dans les entreprises publiques, ensuite effectivement ils passent au Conseil d'État, ils retournent dans les entreprises publiques, et vous avez une protection du gouvernement, c'est une espèce d'opacité. Le juge pénal, bon ok, il relâche des gens, c'est pas bien, on est d'accord, et une fois, de toute façon la justice pénale, elle est trop laxiste ou trop sévère. Donne-moi une fois dans l'histoire où la justice pénale a été au bon diapason, jamais. Quand le gouvernement est à gauche, quand les magistrats sont à gauche, ils sont trop laxistes. Quand ils sont à droite, ils sont trop sévères. Donc ça, c'est réglé. Mais indépendamment de ça, alors si tu mets les gens en prison, on va te dire le problème, c'est qu'il y a trop de gens en prison. Si tu n'en mets pas assez, on va te dire le problème, c'est qu'il n'y a plus personne en prison. Bon. Euh, mais la vérité, c'est qu'il y a un vrai problème, c'est que c'est une forme de gouvernance sur le Conseil d'État. Il y a un problème avec le Conseil d'État en France. C'est que celui qui, quand même, tient aujourd'hui le pouvoir entre ses mains, c'est le Conseil d'État. Et personne n'en parle. Et, Ah, c'est un énorme et, problème. et là, j'ai une question, bon, plus pour Fabrice, et après les prochaines, là, ça va être sur, pour Youssef. Mais Fabrice, c'est quoi le souci avec l'État? Bah, l'État veut notre bien. Grâce, en fait, avec tout ce qu'ils font, grâce à ça, bah, on va sauver la planète, on sauve des gens. En restant à la maison, on sauve des vies. Grâce à l'État, je mange moins de viande, donc je peux maigrir. Alors, bien sûr, c'est ironique, mais Mais alors ça, il faut relire Tocqueville. C'est la démocratie en Amérique de Tocqueville. C'est au fond, l'État, maintenant il y a 2 trucs à relire. C'est La France contre les robots de Bernanos et Tocqueville. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, l'État, il s'est immiscé dans tout. Tu demandes à l'État tout. Quand tu as un problème, tu demandes à l'État. Alors que tu vois, moi j'ai vécu en Italie, à Rome, ils ont une expression que j'aime beaucoup: «Quand tu as un problème, ne demande rien à l'État, sinon tu en auras 2». Bien. Non mais c'est tout. En France, on a l'habitude que l'État régisse tout, réglemente tout. Quand tu as un problème, tu te tournes vers l'État. Tu as un problème, tu veux une nouvelle loi. Tu as un problème, tu veux une nouvelle subvention. Voilà, les agriculteurs, la météo leur fait des misères, bah, tu veux une subvention. Pour voilà, mais c'est comme ça au bout d'un moment. Mais tout ça, ça se paye. Tu sais, c'est David Cameron qui, à la suite des attentats, du World Trade Center, avait dit: «Il faudra choisir entre la sécurité et la liberté». Et
je sais que j'essaie de retrouver, j'ai retrouvé un truc, là, c'est bien ce que je cherchais, je l'ai retrouvé, qu'il avait dit un truc dans un discours, assez curieux, mais il avait dit, quelque chose qui est aujourd'hui très clair. Il avait dit, «Pendant trop longtemps, nous avons été une nation, tolérante et passive qui disait à ses citoyens: "Tant que vous obéirez à la loi, nous vous laisserons tranquilles"». Souvent, ça a impliqué que nous sommes restés neutres face à des valeurs différentes et ça a permis à des discours faits d'extrémisme et de plaintes de se développer. Ce gouvernement tournera définitivement la page de cette approche qui a échoué. En tant que partie d'une même nation, nous gouvernerons en tant que même nation, rassemblerons notre pays. Ça veut dire que nous promouvrons activement certaines valeurs. Ça se traduit comment ça? Bah, ça se traduit notamment par, cette, grande, par ce grand extrémiste Disruption Order de 2014, dans lequel les, juges on peut interdire à des gens de diffuser des messages sur les réseaux sociaux sans autorisation préalable. Donc l'État te veut du bien, tu vois bien? Il veut du bien, l'État. Ah mais c'est vrai, il le fait pour ton bien. Il le fait pour la promotion des valeurs. C'est tout, c'est tout. Il le fait pour la promotion des valeurs. C'est comme le fait de vérifier les cartables pour les enfants, etc. Tout ça, c'est pour notre bien, au final. On est quand même dans un pays où tu penses que tu vas lutter contre le terrorisme en ouvrant les cartables des enfants quand même, hein. Une fois que tu as dit ça, bon, Euh, excuse-moi, bon voilà, une fois que tu as dit ça, ça te donne un peu l'idée, voilà, pas très étonnant qu'effectivement tu sacralises Netanyahou, hein. alors, c'est quoi la souveraineté? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle doit appartenir ou elle appartient au peuple, à Dieu ou à l'État? Je sais que Youssef, tu avais parlé de ça à un moment, Elle concernant la m'appartient à moi. souveraineté. Mais là, il nous faudrait 2 heures. Ah, Non, ah, je pense qu'il nous faut un semestre en fait. Parce Alors, qu'est-ce que la souveraineté à 21h20? Heu, bah, à alors 21h20, vraiment, en, en, parce en, qu'il a en non, 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 j'insiste, il a dit un truc vachement intéressant. La souveraineté à 21h20, je t'assure que c'est pas la même qu'à 9h du matin. Alors, on arrive sur la fin, mais en résumé, parce que je sais que tu as déjà traité cette oui, question et oui, oui, en long et encore ouais. même pas suffisant, mais c'est Mmh. juste pour donner un aperçu un petit peu Oui, au alors, prochain. pour résumer, ça j'en parle dans mon dernier livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État, donc dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je remonte à l'origine de l'État, donc en Mésopotamie. Qu'est-ce que l'État? Les traits fondateurs de l'État. Donc en fait, l'État traditionnel, hein, que ce soit dans le monde polythéiste ou dans le monde monothéiste. Puis j'en arrive aux guerres de religion en Europe et à la fin du XVIe siècle, avec l'avènement de l'État souverain, en fait, l'État moderne, l'État souverain, avec Jean Baudin, Thomas Hobbes. L'État souverain va progressivement en fait, devenir une sorte d'État divin, parce qu'en fait, sous l'Ancien Régime, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde musulman, le roi ou le calife ne sont pas les souverains, ils sont les dépositaires de la souveraineté, ce qui n'est pas la même chose. Et donc le roi, le calife, sont soumis à la loi divine, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas émettre de loi qui est contraire à la loi divine, qui se confond parfois avec la loi de nature. Bref. Et donc si l'État est souverain, il est la source suprême du droit, il est la norme. Alors, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on est toujours dans un monde chrétien, un État moderne, mais un monde chrétien, et il ne nous vient pas à l'esprit de dire qu'un homme peut être une femme ou une femme peut être un homme. Mais si vous mettez à la tête d'un État tout-puissant, souverain, quelqu'un qui est ou un groupe de gens euh, dérangés mentalement, disons, et qui ont des idées farfelues sur la nature humaine, sur l'anthropologie, etc., eh bien, vous allez avoir des lois farfelues qui vont s'imposer à vous, puisqu'elles ne sont plus tenues, la classe dirigeante n'est plus tenue, l'État n'est plus tenu de se soumettre à la loi divine, à la loi de nature. Et donc, en fait, on se trouve face à un État qui est tout puissant, j'appelle ça l'État démiurge,
qui est en capacité d'émettre des lois qui sont antinomiques. Ça renvoie en fait à un concept qu'on va retrouver à l'époque de l'Empire romain. C'est un concept élaboré par les néo-pythagoriciens qui s'appelle le nomos semsukos, c'est-à-dire la loi vivante. Et l'empereur était considéré comme loi vivante. D'ailleurs, c'est marrant parce que sous le Troisième Reich, Adolf Hitler va être considéré par un membre de son entourage comme la loi vivante. C'est-à-dire que c'est l'état d'exception, mais c'est ce que dit le Führer qui est la loi. Et aujourd'hui, avec l'état moderne, on l'a vu avec le Covid, on a vu la toute-puissance en fait de l'état moderne, l'état totalitaire. Cet état est extrêmement dangereux si à sa tête vous avez des sociopathes et des psychopathes. Donc là, je résume en gros 200 pages, voilà. Mais je m'appuie sur les travaux de quelqu'un comme Giorgio Agamben, un philosophe italien très intéressant, sur Carl Schmitt, sur Walter Benjamin et d'autres. Hein. Ça ne sort pas comme ça de mon esprit. Hein. Voilà. Et Mais la période du Covid, la période covidienne a été un moment de dévoilement pour moi, en tout cas. C'était spectaculaire. pour moi, c'était Vous une sortez pas de chez bénédiction. vous sortez pas plus de 30 minutes, vous mettez un masque. Enfin, c'était incroyable. Puis je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, sur cette histoire de souveraineté, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on s'est aperçu surtout d'une chose, bah, c'est que l'État souverain s'est transformé en État tyran avec une obéissance, sans discussion, Mmh. en fait. On te dit de faire un vaccin, tu fais un vaccin. On te dit de manger debout, tu manges debout. On te dit de prendre ton café assis, tu prends ton café sur une jambe. Et bien, tu poses pas de questions, tu obéis. C'est là où on a un basculement, en fait, civilisationnel, qui est intéressant. C'est-à-dire, moi, je veux dire, pour le coup, le Léviathan, hein, c'est le Léviathan. C'est le Léviathan, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est Ouais, exactement c'est ça. le Léviathan. C'est Hobbes, c'est tout ça. Hein. Alors, c'est quoi le Léviathan? Je réponds au maître Oui, oui. Divisio. Le Léviathan, alors c'est le titre d'un livre de Thomas Hobbes, Ouais. mais qui renvoie au monstre biblique, le Léviathan, qui est un monstre marin. Alors c'est frappant parce que, en fait, comme disait Carl Schmitt, Thomas Hobbes aurait dû choisir le Behemoth comme nom de son monstre. Parce qu'en fait, le Behemoth dans la Bible, dans le livre de Job, c'est le monstre terrestre. Oui, c'est ça, C'est 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 un monstre terrestre qui est stable, qui n'est pas agressif, qui protège les créatures qui sont plus faibles que lui. Donc c'est lui qui correspond initialement, qui correspondrait le mieux à l'État. Et Thomas Hobbes choisit d'appeler l'État le Léviathan. Alors bon, j'ai fait une conférence là-dessus, je ne vais pas y revenir parce que il y a une interprétation de Schmitt, il y a une interprétation d'Agamben, moi j'ai une interprétation aussi là-dessus, mais il a quand même choisi un monstre, le monstre marin, qui est extrêmement agressif, qui est dans l'imagerie en fait, même catholique, associée au mal et même à l'antéchrist. Vous avez une gravure du XIIe siècle, je crois que c'est Saint Omer, où vous voyez l'antéchrist avec le sceptre et une lance sur le Léviathan. Donc il y a une association entre l'antéchrist, le mal, et le Léviathan. Et quand vous prenez la couverture en fait du livre original de Thomas Hobbes, euh, comment dire, c'est Thomas Hobbes qui a dirigé le dessinateur. Il a représenté le Léviathan comme l'antéchrist chez saint Omer. C'est-à-dire qu'il y a une association chez Thomas Hobbes de l'antéchrist et du Léviathan, et donc de l'État. Donc dans l'esprit de Hobbes, tout de même, l'État est associé à quelque chose de maléfique. Bon, là, je vais arrêter ici parce que ça nous renverrait aussi à Paul, à Saint Paul, aux Et Thessaloniciens en et fait, à l'eschatologie. il y a un élément intéressant chez Hobbes,
dans le Léviathan, en fait, qui a été un peu mal compris, mais quand même, si je peux me permettre, et vous me corrigerez si je me trompe là-dessus, mais c'est qu'au fond, son précepte de départ, c'est de considérer que l'homme par nature est violent. L'homme, par nature, peut pas se réguler, en fait. Il y a une espèce de d'ailleurs, c'est un peu l'empire des sens, quoi. Il va se laisser, dominer par cet empire des sens et du coup, pour ne pas mourir d'une mort violente, qu'est-ce que vont faire les hommes? Ils vont abdiquer et abdiquer quoi? Leurs droits de nature, leurs droits naturels, au profit d'un souverain absolu qui est chargé de protéger la paix publique. Comment? Par la répression, en fait. C'est en cela où moi je faisais référence au Léviathan en disant finalement, on a aujourd'hui un État qui dit: «Je vais te garantir la paix publique, mais pour ça, bah, je vais commencer à rogner un certain nombre de droits naturels et je vais les garantir par la répression», en fait. Et on est dans pour moi, on est quand même dans dans cette traduction, en fait, de cette théorie, de l'État, de chez Hobbes, en fait. Avec une perversion, parce que chez Hobbes, et après on va retrouver ça chez Weber, il y a l'idée, donc déjà contractuelle, c'est le peuple qui passe un contrat avec l'État, avec le Léviathan, il lui donne le pouvoir, et le Léviathan, lui, l'État, est chargé d'utiliser son pouvoir, sa force, donc on va dire la police, pour protéger le peuple, pour maintenir l'ordre public, et pour le protéger du danger intérieur et du danger extérieur. C'est le monopole de la violence légitime. Or là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une situation très particulière où on a une espèce de caste qui a investi l'appareil d'État, qui défend des intérêts particuliers et qui a privatisé l'État et donc privatisé la police. Et donc, Oui, on n'est plus dans une police qui a l'obligation, donc l'État et la police l'obligation de protéger la population contre un danger intérieur ou un danger extérieur, mais une police qui est chargée de défendre des intérêts privés d'une certaine façon. Et en fait, ça nous fait rentrer dans une guerre civile. C'était les Gilets jaunes. Donc ça nous ramène à une frontière floue entre la guerre privée et la lutte des classes. et très clairement, c'est-à-dire qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin, si je peux me permettre dans le prolongement, c'est typiquement le recours au cabinet de conseil. Le recours au cabinet de conseil est une manifestation Oui, tangible d'une privatisation de c'est la ça. puissance publique, en fait. Et c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as recours au cabinet de conseil, bah, finalement, qui sont des industries qui sont des cabinets privés, on accepte l'idée que la puissance publique, au fond, soit privatisée entre les mains de conseils privés qui ensuite vont se retrouver de manière tentaculaire, en fait. Et alors c'est très intéressant parce que, c'est Raoult qui disait ça et je ferme la parenthèse, qui disait: «Est-ce que vous savez que, au fond, quand vous multipliez, quand vous additionnez plutôt le chiffre d'affaires, des 4 plus grands géants de l'industrie pharmaceutique, vous arrivez avec le PIB, du Togo, puis ensuite du Cameroun et il prolonge comme ça et de la Côte d'Ivoire. Ensuite, quand vous chaque fois que vous en rajoutez un et il dit: «Et donc aujourd'hui, quand ces gens arrivent en France, bah, celui qui a le pouvoir, c'est plus l'État, en fait». Il y a une privatisation de la notamment de l'ordre public de la santé, entre les mains de l'industrie et entre les mains des cabinets de conseil et effectivement, cette perversion, hem, est intéressante parce que le monopole de la violence légitime, bah, on va s'apercevoir que la violence, elle n'est plus au service, au fond, du bien commun, notion qui elle-même d'ailleurs a disparu en réalité, mais elle est au service, d'une certaine idée de la paix publique entendue comme, au fond, ne pas empiéter sur les affaires, que l'État, a décidé de garder sous couvert, quoi. Ok. On est Bon, ben, d'accord. merci Parfaitement d'avoir d'accord. précisé. Alors, on arrive sur. Alors, il y a pas mal de sujets, mais je vais accélérer parce que je sais que Youssef, tu dois aller. Moi aussi. Mais je vois que ça se passe bien entre vous, donc à une occasion, c'est peut-être. Je vais vous inviter au restaurant et ça sera plus simple. Bah, je sais pas si avec Youssef Indy, ça pouvait mal se passer, en fait. Enfin, je sais pas, mais je suis pas sûr que ça pouvait mal se passer. Je veux dire, on a affaire quand même à un intellectuel de haute volée, on a affaire à quelqu'un Merci.
Merci. qui connaît son sujet. On a affaire à un homme qui, enfin, pardon, mais je connais un peu ses travaux. Je veux dire, et on a affaire à quelqu'un quand même, voilà, je veux dire, je suis d'ailleurs honoré de pouvoir participer au débat, De qu'il aurait même, largement tout l'honneur est pour pu moi. mener seul. C'est-à-dire, ça peut pas mal se passer avec Joséphine Bip. C'est trop aimable, voilà. Bah, On peut terminer là-dessus. Non, je bah, plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, alors c'est très vraiment, aimable. là, je vais sauter pas mal de sujets comme voilà, mais là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'islam ou le christianisme, le catholicisme sont-elles compatibles avec la République? Et aussi, est-ce que c'est condamnable de ne pas être pour la République? Non, c'est pas compatible parce que alors, pardon, je vous ferai pas là-dessus. D'abord, moi, puisque je suis d'extrême droite et que je suis pareil, fidèle à Éric Zemmour, et que d'ailleurs j'ai appris un truc récemment, j'ai appris que j'aurais demandé à me présenter sur une liste de reconquête et qu'on me l'aurait refusé. C'est marrant d'apprendre des trucs sur soi comme ça. Hem, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que non, l'islam n'est pas compatible avec la République. Enfin, j'en sais rien, à dire, mais non, le christianisme en tout cas n'est pas compatible avec la République parce que tout simplement, la République, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'État, c'est une forme de l'État, la démocratie, la tyrannie, la monarchie, mais la République, moi je ne sais pas ce que c'est. Ça n'est même pas une forme de l'État, c'est une forme de gouvernement. Et donc, à ce titre, je ne sais pas pourquoi tout le monde me bassine avec la République. Heu, non mais c'est vrai, la République c'est quoi? C'est rien en philosophie politique. Moi j'ai pas étudié la République en philosophie politique. En sciences politiques, oui, mais en philosophie politique, j'ai étudié l'État. J'ai étudié les différentes formes d'État et la République n'a jamais été enseignée. Youssef? Alors, du point de vue historique, la République, ce qu'on appelle la République française, a commencé par la Révolution française, la Première République, puis la Terreur, s'est constituée en opposition au catholicisme. Donc la question n'est pas de savoir si le catholicisme, là on parlait du catholicisme parce qu'on est en France, est-ce que le catholicisme est compatible avec la République? C'est est-ce que la République, telle qu'elle a été conçue par les révolutionnaires 1789, par les républicains, les penseurs républicains du 19e siècle, est-ce que la République est compatible avec le catholicisme? La réponse est non, historiquement. C'est-à-dire Historiquement, qu'on s'est opposé au catholicisme. On a eu un projet tout à fait officiel de détruire le catholicisme, de soumettre l'Église, de transformer les églises et les cathédrales en temples de la raison et en temple de la raison, et il y avait le culte de la raison et le culte de l'être suprême. Voilà, culte de l'être suprême, plus culte de la raison, opposé au catholicisme. Tout au long du 19e siècle, vous avez un certain nombre de penseurs républicains, des grands noms comme Ballanche, comme Edgar Quinet, puis Ferdinand Buisson, qui vont tenter d'élaborer une religion pour la République, donc une religion pour remplacer le catholicisme. Et puis, début du XXe siècle, fermeture des congrégations, confiscation des biens de l'Église, etc. On ne peut pas dire que le projet de la République française ait été très ouvert et très tolérant vis-à-vis du catholicisme. Donc, et là, on arrive donc avec l'immigration musulmane, avec l'islam qu'on a importé, voilà, avec des gens comme nous, et on nous dit, mais est-ce que l'islam est compatible avec la République? On a abattu le catholicisme, on a fait venir des immigrés. Ah, il se trouve que ces immigrés-là, ils ont une croyance, ils sont musulmans. Ils ont cru que l'islam allait se diluer, en fait, oui. peut-être dans le gauchisme ou le républicanisme. Et puis, bon, on a des gens donc, qui sont croyants, qui ont un culte. Donc, c'est un nouvel ennemi, d'une certaine façon. Pour les laïcards, hein, les laïcards radicaux, ils perçoivent l'islam comme une sorte de catholicisme sous une autre forme qui ressurgit. Et donc, il va falloir combattre encore une nouvelle orthodoxie. D'ailleurs, comme disait Vincent Payon, qui a écrit un livre qui s'appelle Une religion pour la République et qui a été ministre de l'Éducation nationale, il dit que la religion de la République s'oppose à toutes les orthodoxies. Toutes les orthodoxies. Je rappelle quand même au passage que Vincent Payon est un juif orthodoxe et qui fait les bar mitzvahs des garçons, il n'y a pas de problème, mais tout en étant pour un laïcisme, une religion de la République
opposé au catholicisme. Il le dit clairement. Il dit qu'il faut en finir avec le catholicisme. Donc c'est une histoire complexe, et la question de savoir si c'est compatible avec l'islam, avant de répondre à cette question, il faut d'abord faire toute cette histoire-là. Le républicanisme s'est fondé dans l'intolérance, dans le massacre des Vendéens, il faut le rappeler, des catholiques, et dans la destruction du catholicisme. Et le résultat, quand même, en bout de course, c'est la promotion du LGBTisme, et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas dire que la destruction du catholicisme a été, qui est constitué un renouveau civilisationnel pour la France. C'est une catastrophe. La destruction du catholicisme pour la France est une catastrophe. Voilà. Alors, il reste deux petites questions et après des petites broutilles, mais deux petites questions, une spécifique à Fabrice. Le droit ou la sécurité? Il n'y a pas de sécurité sans droit. Mm. Il n'y a pas de sécurité sans droit. C'est la même façon que mon épouse a fait en 4e année ou 5e année de philo son mémoire de fin d'études sur de l'autorité et de la liberté dans l'éducation des enfants. Pour montrer que l'autorité est au service de la liberté, en fait. Et que là, c'est le même débat. Il n'y a pas de sécurité sans droit. Il y a de la tyrannie sans le droit. Mais s'il y a bien quelque chose qui n'y a pas, c'est la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, elle exige un cadre. Tu n'es en sécurité que dans un cadre. Et donc, d'ailleurs, c'est Bernanos. Bernanos écrit dans le dialogue des Carmélites, il fait dire à la mère supérieure, ce n'est pas nous qui protégeons la règle, c'est la règle qui nous protège. Le problème, ça c'est vrai, ou c'est l'accordaire, la liberté opprime, la loi affranchit, mais la vérité, c'est que ça c'est vrai si la règle protège. Si tu as une règle qui protège, parce que la règle, elle peut aussi asservir. Et c'est tout le problème de la finalité de la règle. Et on en revient à ce que disait tout à l'heure Joséphine dit sur la privatisation de l'état de droit. Si ta règle, elle ne sert plus le bien commun, mais elle sert à protéger des intérêts privés, bah forcément qu'à un moment donné, tu vas avoir un problème. Forcément. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment donné où si le bien commun n'est plus la priorité, n'est même plus la recherche du gouvernement de la cité, bah tu as un problème. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit: «Ah là là, il faut écouter ça. On parle beaucoup d'une société de droit, mais il faut parler des obligations». C'est Sarkozy qui a dit ça le premier. «Parler des obligations». Je suis pas d'accord. On a une société qui est hyper contraignante. On a des obligations de toutes parts. Alors, évidemment, tu as le droit. Tu as le droit de respecter les obligations. Forcément. Ton droit, il est de respecter les obligations. Je rappelle quand même que c'est ce qu'a dit Olivier Véran: «Votre liberté» et d'ailleurs c'est ce que je dis de David Cameron: «Votre liberté, c'est d'obéir à la loi, en fait». Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver face à une complication que personne n'avait vu venir parce que personne n'a plus aucune culture. On est dans une situation, heu, où tu vas voir émerger des nouveaux Antigones. De plus en plus, en fait. Tu vas avoir des gens qui vont exciper d'une loi naturelle pour s'opposer aux lois de la République et dire: «En fait, le droit ne protège plus. Il y a plus de droit, il y a plus de sécurité. Qu'est-ce qui reste, en fait?» Et ben, il reste le droit naturel. C'est tout. Il va rester ce droit premier qui est celui qui est substantiel, qui est consubstantiel à ma condition d'homme. Et le LGBTisme en cela, ne va faire que ça, finalement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu ces grands procès quand moi j'y étais autour, des fameux gâteaux, des boulangers qui refusaient, des pâtissiers qui refusaient de, faire des gâteaux, pour les mariages gays. Heu, il a fallu remonter jusqu'à la Cour suprême pour que la Cour suprême dise: «Non, effectivement, vous aviez le droit, en fait». Mais spontanément, les gens ont dit: «Non, je veux pas». Parce qu'il y a un moment donné où mes valeurs voilà, alors ça me permet de rebondir sur un dernier point très rapide. Qu'est-ce qu'on croyait? Je reprends ce que Joséphine dit. On croyait vraiment que faire venir des musulmans en France, on allait les laïciser et ils allaient tous prêter allégeance à la République? Mais il faut vraiment avoir aucune culture, aucune histoire, ne rien savoir de ce qu'est la religion, voilà et c'est là, effectivement, le drame.
Et j'observe une dernière chose, c'est que le drame de notre société qui veut chasser la religion absolument hors de France, mais elle a fait quelque chose, c'est qu'elle l'a remplacée. Ni plus ni moins. On a des nouveaux rites, alors regarde ce qui se passe avec les jeux olympiques en ce moment, on a des rites, on a des rites et des rituels, on a des veaux d'or, mais finalement, à un moment donné, ça me fait penser aux protestants. Les protestants ont essayé quelque chose, Luther avait essayé quelque chose, après la Réforme, c'est en Allemagne, c'est de chasser toutes les la fameuse iconoclastie, de venir chasser toutes les icônes de toutes les églises. Bah, il a constaté qu'en fait, les hommes avaient besoin de représentations, aussi bizarres que ça puisse paraître, que notamment des gens qui ont été baignés dans une culture chrétienne, catholique, avaient besoin, même s'ils étaient réformés, des icônes et que tu ne pouvais pas les chasser comme ça par une espèce de fait du prince futile, réformé, réformateur. Beh, c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. On a décidé qu'on allait chasser Dieu hors de la France. Ça marche pas, ça ne marche pas. Tout ce que ça te donne, c'est le terrorisme. C'est tout. Alors, encore une fois, là, on va finir sur une dernière petite partie. Normalement, j'ai plein d'autres sujets, mais j'essaie de faire en sorte que les lives durent, de pas prendre plus d'1 heure et demie pour les gens. J'étais peut-être un peu trop gourmand sur les, les sujets. Il y avait plein de trucs sur le féminisme, sur les oppositions contrôlées, etc. Même, j'avais une question même pour Fabrice, pour savoir s'il croyait aux extraterrestres. Et alors, parce que bientôt on n'aura plus le choix, ça sera le nouveau narratif après le nouveau truc qui arrive de Chine, etc. C'est croire aux extraterrestres et justement, on ne doit pas sortir la nuit. Mais tu Voilà. sais que c'est une question, sur le plan théologique, d'une effroyable complexité. Hmm. Alors là, en théologie chrétienne, j'ai abandonné moi. J'ai abandonné, j'ai préféré comme j'étais pas obligé de me la taper, je me suis pas tapé la session, sur, j'étais pas obligé, je me la suis pas tapé, hein, mais je plains ceux qui se la sont tapés. C'est d'une effroyable complexité cette question. C'est effroyable. Mais, mais on va pas y couper, à mon avis, dans les prochaines années. Là, pour finir, alors c'est un petit jeu. Attention, hein, vous avez le droit de dire juste, de pas y répondre. C'est juste dire un mot sur les personnages que je vais vous mentionner. Si vous connaissez pas, vous connaissez pas. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Poutine. Malin, Voilà. gros malin. Et toi, Youssef? Youssef, je pense qu'il a envie de dire un pavé. Oh, homme d'État. Zelensky. Qui ça? Bouffon. Zelensky. Zelensky. Qui ça? Zelensky. Je connais pas. Mais, Ah, tu connais pas? je connais pas. Je sais pas qui c'est. Zemmour. Hum. Bah, c'est ce qui définit bien rien, donc allez, on passe à la suite. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. En fait, c'est curieux. Éric Zemmour, c'est curieux. Non mais vraiment, je dis ça, en plus sans j'ai autant d'admiration pour lui que j'ai de détestation, en fait. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est quelqu'un qui, a le courage de ses idées et je préfère, en fait. C'est-à-dire que je préfère. Bien. Oui, il y a une part enfin, enfin, je trouve que, tu vois, par exemple, il a le courage de ses idées par rapport à une Marine Le Pen. Il est clair, il aime pas les Arabes, il aime pas les Arabes, quoi. Non, mais je veux dire, c'est aussi con que ça, mais il le dit, il a le droit de le dire quelque part. Je sais pas s'il a le droit, mais le fait est qu'il le dit. Heu, il est Et, condamné, il s'en fout, il défend son ouais, il défend son truc, quoi. Moi, je dirais Janus. Voilà. Si j'avais. et, d'ailleurs, tu serais pas contre un débat avec Zemmour ou Hossam Messiha? Non? Ah, c'est pour moi la question? Oui, oui, oui. Oui, Enfin, oui, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein, c'est plutôt à eux, hein. Mais Zemmour, j'ai déjà communiqué avec lui par mail. On a déjà eu des débats par mail, mais il a toujours refusé d'avoir un débat face à face avec une. À l'époque, il m'avait dit, il était sur CNews, il m'a dit la chaîne n'accepterait pas. Voilà, c'était ça sa réponse. ah, Tu dis, c'est pas alors, si c'est que ça, Non, on va non, mais on va non, mais transmettre le message. Ouais, je le sais très bien, mais si c'est que ça,
On va transmettre le message et il pourra venir sur une petite chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais je sais très bien, justement, par rapport aux oppositions contrôlées. En fait, je voulais vraiment développer le sujet auparavant par rapport à certains qui prétendent avoir des idées. Enfin bref. Morandini. Mmh. Ok. Sans intérêt. Caniveau. Caniveau. Voilà. Caniveau, ok. Caniveau. Ouais. C'est à ça que je Euh, pense. Morandini, Caniveau. alors, en fonction de là où je passe les personnages, ça n'a pas Non, Sinon, je le mettrais en... Non, Morandini, ce que je retiens, c'est que lui, il a le droit de dire conneries sur un plateau, mais pas moi. Il m'a fait toute une scène, mais vraiment toute une scène. Parce que j'ai dit le mot connerie, il m'a fait une scène pendant un quart d'heure, et lui, là, j'ai vu il y a 3 jours, lui, il se prive pas de le dire. Bah, c'est pas juste, voilà. Je voulais le dire. Deux poids, deux mesures. En un mot, Jésus. En Forcément. un mot, Je vais Messi. Messi, c'est tout. Moi, je suis obligé de te répondre, moi, je vais dire un truc, puis mon Seigneur est mon Dieu. Cette phrase de saint Thomas, c'est mon Seigneur est mon Dieu. Quand c'est le grand amour de ma vie. Voilà. Alors, on va descendre beaucoup plus bas. Mélenchon. On est bientôt arrivé à la Oula, fin. oui, c'est brutal. Là. Le Christ à Mélenchon. Putain, passer du Christ à Mélenchon, donc C'est nul. Trump. Là, je dirais malin. Pour Mélenchon, moi, je dirais malin. Je reprendrai le. Ouais, moi Malin. je dirais opportuniste. Oui, oui, aussi. Donald Trump. Gros malin. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Gros opportuniste aussi, mais Le gros malin. Alors, il y en aura deux qui vont être problématiques. Enfin, problématiques, non, pour Fabrice, mais Hanouna. oh non, Cyril, c'est mon ami. Vraiment, c'est un ami. Enfin, il a ses limites comme tout le monde et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est vraiment, ça reste. Moi, je suis prêt à être fidèle en amitié et ça reste quelqu'un de vraiment que moi j'aime beaucoup. Je le connais en dehors de ses, franchement, moi je l'aime beaucoup. Mais qui se calme un peu. Et toi, Youssef? Je sais pas. Amuseur, c'est le premier truc qui me Amuseur. vient. Il nous en reste plus que 4, dont un, c'est juste pour faire la promo. Xavier Moreau. Sérieux. C'est un ami. Sérieux. Xavier Moreau, moi j'ai du mal à le définir. Je sais pas. Mais c'est quelqu'un pour qui je le qualifierais d'intègre, au sens Ouais. d'intégrité intellectuelle, quoi. D'accord, Intègre. quitte à faire un gap, Honnête, vu que... honnête, Oui, c'est ça. intellectuellement honnête, ouais, vraiment. Ouais. C'est en ce Ok. sens-là que je le disais. J'ai pu le constater. Bon, Voilà. on va passer Et puis c'est- comme de Jésus à Mélenchon. Après, on va parler maintenant Juan Branco. Ce qui est bien, c'est confrères. Et Youssef. Hmm, Opposition contrôlée, ah, non? je dirais insaisissable. Il aime Et pas Cyril Hanouna. évolutif. Moi, je pense potentiel présidentiable du système. Bon, ça c'est mon point de vue. Non. Potentiel présidentiable dans l'avenir. Oh, on Non. verra. On verra. Hmm. Je Il pense y aura qu'il une représente... opposition, il y aura une opposition Gabriel Attal, Juan Branco. Alors, je parle pas dans les prochaines années. Hein. Moi, je pense réellement qu'il y aura les extrêmes qui vont être mis en avant, mais quand tout ça va capoter, je pense qu'il sera le bon représentant pour le système de la dissidence, tout du moins, mais on reste dans la matrice. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue. Pierre... Il aura pas plus de barbe. Voilà, exactement. Et j'allais dire Pierre Debrague, mais c'était plus pour lui faire ça, la promo de son nouvel ouvrage. Mais de toute façon, je vais le recevoir. Camarade. Ouais. Et là, par contre, attention, le piège. Soral. Camarade aussi. Ouais. Alors moi, Soral, c'est compliqué parce que je le connais pas.
Honnêtement, je le connais pas. Je veux dire, c'est comme Dieudonné, en fait. Bon, alors c'est très drôle parce que Dieudonné, j'ai été approché par, son équipe il y a quelques mois et en fait, il a toujours pensé je devais aller, je sais pas où d'ailleurs, faire un truc avec lui, je me souviens même plus. Il a toujours pensé que je l'ai fui, que j'y suis pas allé volontairement, alors que c'est pas vrai. C'est juste que je pouvais pas. Oui, mais ceci dit, quand j'en ai parlé après, à l'époque, au conseiller en communication là, qui suit le cabinet, à qui j'en ai parlé, qui me dit: «Tu voulais aller où?» Mais ça va pas la tête? Heu et alors bon, moi j'ai pris l'habitude de discuter avec tout le monde, donc ça me dérangeait pas, la manifestation, ça me dérangeait. Dans Soral, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vraiment je sais pas, j'ai vu quelques trucs de lui mais qui étaient anciens maintenant, qui étaient fondamentalement assez pertinents, mais je sais pas. Bah, moi, je pense que À voir. le- À la meilleure voir. chose qui a pu définir, enfin pour moi, en étant un peu neutre, c'est et là, ça c'est fini là, mais c'est Youssef qui avait dit, c'est un peu le, pas la némésis, mais c'est un peu c'est-à-dire qu'on a Zemmour du côté, alors que c'est pas forcément Je parlais vrai du pour, traitement. voilà. Je parlais du traitement. Je disais qu'il y en a un Zemmour qui a, comme l'a dit Maître Dividio, qui a une détestation, en tout cas qui porte un discours anti-islam virulent depuis longtemps, qui a eu des condamnations. Alain Soral a eu des condamnations, mais il y en a un qui a les plateaux ouverts, qui lui sont ouverts, et l'autre qui est parti en Suisse. Voilà. Parce qu'il y en a un qui parle des arabo-musulmans et l'autre qui parle d'un État sacralisé. Ou d'un peuple C'est ce qu'il a sacralisé. dit d'ailleurs récemment, très étonnant, mais c'est ce qu'avait dit sur LCI, j'ai oublié son nom là. Ah, le journaliste là? Ouais, 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 Oui, 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 avec un accent du sud-ouest là. Comment il heu, s'appelle? Ouais, ouais, j'ai oublié son nom exact. Apathy, Ouais, Apathy, c'est Michel Apathy, Apathy. avait effectivement, souligné cette différence de traitement assez, surprenante. Hmm. Ah oui. C'est Même étonnant. pour Dieudonné, hein. Dieudonné Zemmour, un deux poids deux mesures qui est énorme. C'est malheureux. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir accepté cet échange. Et Merci pour l'invitation. Mais moi je suis content parce que j'ai discuté avec Youssef Indy qui a les honneurs de Conspiracy Watch. Heu, Oui, alors, ah, j'ai ma fiche, ouais. et à sa fiche, celui qui n'a pas sa fiche, c'est moi, je sais pas si je l'ai. J'espère que oui quand même, sinon ce serait je m'en vou franchement, je trouverais ça très offensant, de pas avoir j'espère que je suis qualifié de conspirationniste par eux parce que sinon ce serait pas drôle. Hem, non, non, mais moi je voulais vraiment, redire ça parce que c'était important de le dire. Au-delà de tout ça, je trouve que la qualité des travaux de Youssef Indy est vraiment bonne. Merci. Bon, en même temps, je sais pas si je suis une référence, donc pour en juger. Mais Je prends quand même. je sais pas si je suis une référence Non, pour mais juger. la discussion qu'on a eue sur le droit, sur le Léviathan, etc., voilà, quoi, m'enchante. Voilà. Vous êtes compétent quand même dans le domaine, largement, plus que moi. Voilà, donc c'est et donc voilà, je veux juste le remercier pour ses travaux et puis j'ai beaucoup aimé cet Merci à échange. vous. bah, à J'ai pas l'occasion, entendu la dernière phrase. J'ai beaucoup aimé cet échange. Ah, merci, moi aussi, c'est réciproque. à J'ai appris l'occasion, j'ai à On l'occasion remettra ça. peut-être qu'on remettra ça ou et plutôt après oui, un alors, repas. pardon, mais je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, il y a un élément qui est intéressant chez Youssef Indy et c'est ce que pour l'avoir déjà écouté, c'est ce que j'apprécie. Il est précis, il est exhaustif et il est pas pompeux. Merci. Finalement, c'est pas si mal quoi pour comprendre non mais c'est vrai quand tu as besoin de comprendre un peu, c'est compliqué, c'est pas simple et on a chacun un domaine de compétences un peu, forcément limité. Et quand tu as besoin d'une transversalité, de te plonger un peu sur l'histoire, de façon un peu objective et recul, les imbéciles vont dire qu'effectivement il y a un parti pris. Moi, je vois pas de parti pris dans ce qui a été dit ce soir, mais surtout dans les travaux que moi j'ai pu lire et que j'ai pu, écouter par ailleurs, je ne sens pas de parti pris. Il y a une volonté justement de s'extraire en fait et de poser un regard, qui dit: «Attendez, on va récapituler et on va essayer de voir au fond de reprendre tout ça et d'éviter d'avoir une espèce de focalisation, mais d'avoir une globalisation en fait, Hmm. des choses de façon à l'inscrire dans une histoire». Bah, c'est peut-être ce qu'on devrait tous faire, quoi. Et Bah, c'est ce qui merci est beaucoup. C'est ce que et c- j'essaie de faire. Ouais.
Je pense que Youssef, il veut poursuivre là, vu qu'il a reçu plein de compliments, mais plus sérieusement. Comme ça, je vais euh, bien dormir cette nuit. Après toutes les insultes que j'ai eues ces derniers jours, Après, là, je ça vais bien reste dormir. les compliments venant de moi, bof, mais Alors, j'ai deux petites choses. C'est alors pour le chat, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui. Je précise, hein, Fabrice et Youssef sont mariés, donc désolé pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Euh, Et autre point, c'est ça qui est plaisant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live, c'est pour montrer qu'un musulman et un catholique, parce qu'apparemment le narratif qui nous sort dans les médias, ça serait que apparemment ça va partir en guerre civile ou autre, mais le problème dans les médias, c'est qu'on n'entend pas réellement des musulmans, on n'entend pas réellement des catholiques, et c'est pour ça, pour moi, que l'émission TPMP est juste magistrale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, ceux qui me suivent en majeure partie, ce sont des catholiques. Pourquoi? Parce que j'avais montré à quel point c'était souvent nous représenter des personnages catholiques alors qu'ils ne l'étaient pas. En la personne de Géraldine Maillet, qui se dit catholique le lundi, et c'est pas une blague, hein, qui se dit catholique le lundi, et mercredi dit qu'elle ne croit en rien. C'était par rapport à l'affaire de la personne qui twerkait dans les églises. Elle disait qu'en tant que catholique, elle trouvait ça génial. Et en fait, en la personne de Gilles Verdez, le pseudo-musulman, etc. Mais qu'en réalité, quand on donne vraiment la parole à un catholique et à un musulman, on se rend compte qu'ils ont les mêmes propos et que ça ne... Enfin bref, voilà, c'était tu juste sais pour ça que, que je le dis. juste pour l'anecdote à propos de musulmans et catholiques, j'ai une anecdote comme ça d'il y a une vingtaine d'années, où dans une église, donc on expliquait à un musulman, voilà, tu vois, là, c'est la présence réelle du Christ, au tabernacle, machin. Puis on s'en va. Et le musulman de me dire, en fait, tu racontes n'importe quoi. C'est pas possible que tu aies la présence réelle de Dieu, dans ton église. Je dis: «Bah si, enfin pourquoi?» «Bah sinon tu ne tournerais pas le dos en t'en allant». Et ce truc, je me le suis pris dans la gueule et je me suis dit: «Putain, quand même». Dire à un moment donné, il y a quand même des gens qui ont le sens du sacré que moi j'avais pas. Ouais. Après, il faut bien dire aussi une chose, hein, il y a eu la Révolution française, il y a eu des centaines d'années, mais bon. Oui, mais bon, euh, c'est pas inintéressant de venir dire à un moment donné que moi je ne enfin bref, ce que je veux dire, c'est que je pense que tout le monde tend à considérer que la religion est le problème, je continue de dire qu'elle est la solution. Exactement. Ouais. Bah écoutez, à À bientôt. l'occasion, je vous inviterai à manger et on poursuivra cet échange. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et à la prochaine. À Merci à bientôt. vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.